La dernière chose dont je me souviens clairement, avant que tout change, c'est l'océan qui m'a englouti d'un coup. Une seconde, j'étais dans ce canot pneumatique, et la seconde d'après, je tournoyais dans le noir, à 10 mètres sous la surface, incapable de distinguer le haut du bas. C'est là que mon histoire commence vraiment. Pas à l'hôpital, pas dans une chambre tranquille quelque part. Elle commence en Méditerranée, au large des côtes du Var, en plein milieu de la nuit, dans la pire tempête que j'ai jamais vue de ma vie. Et elle commence avec moi, qui me noie. Mais laisse-moi revenir un peu en arrière, parce que pour comprendre ce qui m'est arrivé cette nuit-là, il faut que tu comprennes quel genre d'homme j'étais avant. J'ai grandi dans le Lot, dans un petit village du Quercy, et je vais être honnête avec toi, ce n'était pas vraiment une enfance de conte de fées. Ma mère était seule à me élever à une époque où ça ne se faisait guère, et elle faisait ce qu'elle croyait être le mieux, mais ce que ça signifiait pour moi, c'est qu'on me passait d'une famille à l'autre. Elle payait quelques francs par semaine pour qu'on me garde, qu'on me nourrisse, qu'on m'envoie à l'école. J'étais reconnaissant d'avoir un toit, je suppose, mais je n'ai jamais vraiment fait partie d'aucune de ces familles. J'étais simplement l'enfant en trop. Tu sais comment sont les enfants, ils sentent quand on les veut vraiment et quand on ne les veut pas. Et j'ai passé ces premières années à ressentir très clairement que je n'étais pas voulu. Ce genre de choses s'installe en vous. Ça vous façonne d'une manière dont on ne prend conscience que bien plus tard dans la vie. Alors j'ai grandi dur, autosuffisant, sans avoir besoin de personne. Quand j'étais adolescent, ma mère m'a repris avec elle, mais à ce moment-là, je la connaissais à peine. Il y avait un beau-père dans le tableau, ils se disputaient tout le temps, et donc j'ai passé la majeure partie de ces années à chercher à fuir, à vouloir être n'importe où ailleurs. Quand j'ai eu mon baccalauréat, je suis parti directement faire mon service militaire dans la Marine nationale. Je n'avais pas les moyens de payer des études par moi-même, et l'armée était mon chemin vers un diplôme d'ingénieur. Et je m'en suis bien sorti. J'ai travaillé dur, j'ai été efficace, et j'ai développé cette manière étroite et déterminée d'avancer dans la vie. J'avais ma direction, et si tu te mettais en travers de mon chemin, je passais au travers. Je n'étais pas ce qu'on appellerait un jeune homme chaleureux ou attentionné. J'étais déterminé, et je me disais que ça suffisait. Ce que j'aimais vraiment, ce que j'avais découvert quand j'étais jeune et que je n'ai jamais lâché, c'était la plongée. D'abord la plongée sous-marine de loisir, puis tout ce qui allait avec. Il y avait quelque chose dans le fait d'être sous l'eau qui m'avait toujours semblé juste. Alors quand j'ai quitté la marine, je suis devenu plongeur professionnel, en combinant ça avec ma formation d'ingénieur. Vers la mi-trentaine, j'étais devenu ingénieur en chef d'un navire de recherche qu'on appelait le Mistral, qui travaillait au large des côtes de Provence. C'était le travail de mes rêves. Il n'y avait jamais 2 jours pareils. Chaque mission apportait de nouveaux défis et de nouveaux problèmes à résoudre. Et ça nourrissait quelque chose de très profond en moi. J'aimais ce travail complètement. La plongée professionnelle à cette époque, on parle du début des années 80, était un métier véritablement dangereux. On n'arrivait même pas à obtenir d'assurance vie personnelle parce que les taux de survie n'étaient pas vraiment rassurants. J'ai connu des gars qui avaient eu des accidents graves, qui avaient perdu l'ouïe, qui avaient souffert d'embolie. C'était un travail brutal et impitoyable, et on le savait tous. Mais on s'y habitue. On l'accepte comme faisant partie du contrat, et on continue. À l'automne 1983, nous étions au large des côtes varoises.
en train d'évaluer un nouvel équipement, un véhicule téléopéré, un sous-marin qu'on utilisait pour explorer et récupérer des choses au fond. Du travail de routine pour nous. Mais pendant qu'on était là-bas, une tempête a commencé à se former. Le commandant a pris la décision de rentrer au port avant que ça empire. Le problème, c'est que la tempête s'est déplacée plus vite que nous. Au moment où nous approchions de l'entrée du port, il y avait des vagues de 7 à 8 mètres qui déferlaient sur la digue. Le genre de vague qui vous fait vous arrêter et regarder sans pouvoir y croire. Maintenir le navire immobile coûtait très cher. Alors il voulait relever l'équipage cette nuit-là, malgré tout. Le commandant a décidé qu'on mettrait un petit canot à l'eau, un Zodiac en caoutchouc, le genre qu'on utilisait en mer agitée tout le temps. On avait une confiance totale dans le matériel. On m'a choisi pour y aller parce que j'étais 3e officier et que je connaissais bien ce port. On est allé chercher les gilets de sauvetage dans la soute et ces gilets-là étaient restés si longtemps stockés qu'ils étaient incrustés de crasse et de moisissures. On a dû les frapper pour en faire tomber la poussière avant de pouvoir les enfiler. Des énormes trucs orange et gonflés, comme porter des oreillers. On a sauté dans le Zodiac et on a mis le cap vers la côte. On avait un compas et on pouvait voir les lumières du littoral dans l'obscurité. Mais on était dans d'énormes ondulations, des rouleaux gigantesques, et la seule façon de prendre un relèvement sur la bouée du port, c'était de monter jusqu'au sommet de chaque crête, se repérer, puis redescendre dans le creux et foncer jusqu'à la suivante. On a perdu de vue la bouée assez vite. Ce qu'on n'a pas réalisé avant qu'il soit trop tard, c'est que la tempête nous avait poussés à plus de 2 kilomètres au sud de là où on devait être. On était encore à 1 kilomètre de la côte quand on est entré dans la zone de déferlement. Ce n'étaient pas des vagues ordinaires. Elles étaient monstrueuses, violentes, qui déferlaient avec une force que je n'avais jamais vue d'aussi près. Et on s'est retrouvé projeté par-dessus l'une d'elles, littéralement lancé depuis la crête, et la vague suivante est descendue sur nous et a plié ce Zodiac en deux comme une feuille de papier. J'étais à la proue. Elle m'a catapulté dans l'océan comme si je ne pesais rien. Je suis un plongeur professionnel formé. J'ai passé des années dans l'eau. Je me suis dit de ne pas paniquer et je n'ai pas paniqué, pas exactement. Mais ça n'avait rien à voir avec quelque plongée que ce soit que j'avais faite avant. C'était d'un noir complet, sans aucune lumière nulle part. J'étais projeté dans tous les sens, totalement incapable de savoir quel était le côté du haut. Le bruit de l'océan dans ces conditions est inimaginable, un tonnerre constant et assourdissant tout autour de vous. J'ai lutté avec tout ce que j'avais, mais l'océan ne s'intéressait pas à ce que je voulais cette nuit-là. Je n'avais absolument aucun contrôle. Et c'est l'une des sensations les plus terrifiantes que j'ai jamais connues dans ma vie. On ne peut retenir sa respiration que pendant un certain temps. Après un moment, le corps commence à ressentir une euphorie étrange due au manque d'oxygène. On t'apprend ça à la formation de plongée. On t'amène à cet état dans des conditions contrôlées. Mais là, c'était bien au-delà de tout ce que j'avais expérimenté à l'entraînement. L'euphorie commence à te dominer
et à un moment ton cerveau te convainc que tu peux respirer, que c'est bon. Et alors je l'ai fait. J'ai inhalé la Méditerranée. Je me suis noyé. Je me suis vraiment noyé cette nuit-là. Et alors, et c'est la partie qu'il m'a fallu des années pour pouvoir raconter, tout a changé. Le bruit s'est arrêté. Le froid s'est arrêté. Le tourbillon, l'obscurité, toute la violence de tout ça s'est simplement arrêté. Et j'étais ailleurs, quelque part de calme, d'immobile, et d'une paix pour laquelle je n'ai pas de mots, même après toutes ces années à essayer d'en trouver. Il y avait ce sentiment, je ne sais pas comment le dire autrement, que je n'étais pas seul, qu'il y avait quelque chose de plus grand là avec moi, quelque chose de plus vaste. Je l'ai remarqué d'abord dans l'obscurité, un tout petit point de lumière, là-bas au loin, et il a attiré mon attention d'une façon dont rien ne l'avait jamais fait avant ni depuis. J'ai commencé à me déplacer vers lui, ou lui est venu vers moi, je ne pouvais pas vraiment distinguer lequel, et à mesure que je m'approchais, ça s'est ouvert sur quelque chose que je ne peux décrire que comme des millions et des millions de fragments de lumière, tous se déplaçant ensemble d'une manière parfaite et unifiée. Comme un banc de poissons qui se meut comme une seule créature, mais infinie, et brillant, et vivant d'une façon que je ne sais pas définir. J'ai regardé vers le bas, et j'ai réalisé que mon propre corps commençait à devenir l'un de ces fragments. Et il y avait des vagues émanant de cette lumière, des vagues de quelque chose que je ne peux appeler qu'amour, bien que ce mot ne lui rende pas justice. Rien ne lui rend justice. Ce qu'on appelle amour ici, entre les gens, on y met tellement de conditions. Je t'aimerai si tu m'aimes en retour. Je t'aimerai si tu te comportes d'une certaine façon. Mais ce n'était rien de tout ça. C'était un amour inconditionnel, total, enveloppant de bout en bout. Ce n'était pas quelque chose qui se produisait, c'était quelque chose qui était simplement, comme si c'était le fondement de tout, la matière dont tout le reste est fait. 3 fragments de lumière se sont détachés des autres et sont venus vers moi, et je les ai reconnus. Je ne peux pas expliquer cette reconnaissance. Ce n'était pas comme reconnaître un visage, c'était plus profond que ça, plus certain. C'était de la famille. Pas exactement la famille que j'avais connue dans cette vie, mais quelque chose que je ne peux appeler que la famille de l'âme. Ils me souhaitaient la bienvenue à la maison. Avec le temps, une douzaine d'entre eux sont venus autour de moi, et je me suis senti plus connu et plus aimé dans cet instant que dans toute ma vie jusqu'alors. Ils m'ont emmené plus profondément dans la lumière, vers un espace qui semblait vaste et sphérique. Et là a commencé quelque chose à quoi je pense presque tous les jours de ma vie, la révision de ma vie. Et je veux être prudent ici, parce qu'appeler ça une révision donne l'impression d'une chose passive, comme regarder un film. Ce n'était rien de tel. C'était une réexpérience complète de ma vie, mais pas seulement depuis ma perspective. Je l'ai vécu depuis la perspective de chaque personne avec qui j'avais jamais eu une interaction. Ma conscience semblait se fragmenter en plusieurs courants simultanés, et j'ai vécu chaque moment depuis chaque angle en même temps. Chaque fois que j'avais fait quelque chose, je pouvais ressentir vraiment,
comment ça avait atterri sur l'autre personne. J'avais une trentaine d'années à l'époque, et je n'avais pas été un homme doux ni particulièrement attentionné. J'étais égoïste, dur, concentré uniquement sur mon propre chemin. Et me voilà maintenant à vivre de première main ce que ça avait signifié pour les gens en face de moi. J'avais honte, une honte genuinement profonde. Et ma famille de l'âme était là tout au long, vivant ça avec moi, et ils ne m'ont jamais jugé, pas une seule fois. Ils m'ont juste aimé et soutenu à chaque instant, même ceux dont j'avais le plus honte. Je ne sais pas si je me suis jamais senti à la fois si profondément humilié et si complètement accueilli dans ma vie. Et puis autre chose s'est produit. La révision a dépassé le point de ma noyade et a continué. Et j'ai commencé à voir, même si c'était moins net, plus comme des impressions que des images complètes, quelque chose devant moi, un chemin vers l'avenir. Et dans ce chemin, j'ai entrevu quelque chose que je ne comprendrai que des années plus tard, une maladie, quelque chose de grave. Je ne savais pas ce que c'était sur le moment, mais l'image est restée quelque part au fond de mon esprit, même après que je suis revenu. Puis la lumière elle-même a parlé. Pas une voix, tout, ensemble, comme si l'univers entier parlait d'un seul coup. Et elle a dit, ce n'est pas ton heure, tu dois revenir. J'ai dit non, j'ai vraiment discuté. Je sais comment ça sonne, mais c'est ce que j'ai fait. J'avais trouvé une famille que je ne savais pas qui existait. J'avais ressenti un amour que j'avais passé toute ma vie à ne pas savoir qu'il était possible. Et mon corps, je pouvais le voir d'une certaine façon, encore là dans l'océan, abîmé et brisé, ne m'apparaissait que comme de la chair froide. Je n'avais aucune envie d'y retourner, aucune vraiment. La voix est revenue une deuxième fois, et elle a dit, tu dois revenir, tu as un but. Ce mot, un but, m'a traversé comme une décharge électrique. Dans cet état, avec cette conscience élargie, j'ai compris exactement ce qu'il signifiait. C'était clair, complet, total. Et avec cette compréhension est venue une sorte d'acceptation que je n'ai pas tant choisie que simplement reçue. Et alors j'étais hors de mon corps, à l'observer dans l'eau, les trois fragments de lumière originaux toujours avec moi. J'ai regardé tandis que le bout de proue du zodiaque détruit s'enroulait autour de mon bras, et, quand une vague a frappé l'embarcation, s'est resserré suffisamment pour déboîter mon épaule et tirer mon corps vers la surface. Je regardais ça se produire depuis l'extérieur, complètement détaché de la douleur. Une autre vague a frappé, et l'eau salée a commencé à être expulsée de mes poumons. Et alors, doucement, ma famille de l'âme m'a donné une petite poussée, et j'étais de retour. Revenir était plus difficile que mourir. Je le dis et je sais que ça semble étrange, mais c'est l'absolue vérité. Mourir, c'était paisible. Mourir, c'était la chose la plus paisible que j'ai jamais vécue dans ma vie. Mais revenir dans un corps physique après ça, ressentir le poids et le froid et la contrainte de la chair, c'était brutal. Je crachais encore de l'eau salée, j'arrivais à peine à émettre un son. Mes camarades étaient restés dans cette eau à me chercher tout ce temps. L'un d'eux avait tenu une lampe de poche et balayé la surface.
Ils m'ont trouvé emmêlé dans les débris du zodiaque, et on s'est regroupés, et on a commencé le kilomètre de nage vers le rivage. Quand on a atteint la plage, l'un des gars a mis le pied sur mon épaule et l'a remise en place, la même sur le sable. J'ai tapé sur mon pouce jusqu'à ce qu'il reprenne sa place. Et quand certains des copains m'ont demandé où j'avais été, ils m'avaient cherché beaucoup trop longtemps pour que quiconque puisse tenir sa respiration aussi longtemps, j'ai juste dit que la mer m'avait recraché. J'ai ri et j'ai laissé ça passer. Dans le monde où je vivais, la mort n'était pas un sujet de conversation, c'était tabou. Et alors j'ai essayé d'enterrer tout ça. J'ai essayé pendant des années. J'ai pris cette expérience, je l'ai enveloppée dans du ruban adhésif, et crois-moi, les plongeurs adorent le ruban adhésif. J'ai écrit dessus « Ne pas toucher » en grosses lettres, et je l'ai enfoui aussi loin que j'ai pu dans ma tête. Ce que j'ai gardé, c'était la révision de la vie, l'image claire de qui j'étais et la connaissance que je pouvais faire mieux, que je voulais faire mieux. Mais la famille de l'âme, la lumière, discuter avec Dieu. J'ai essayé d'enterrer tout ça le plus profondément possible. Les années ont passé. J'ai quitté la plongée et je suis passé à la gestion hospitalière. Je travaillais comme responsable des programmes de dialyse dans un grand hôpital de Lyon et j'ai commencé à avoir des douleurs dans le dos, quelques engourdissements dans le bras. J'ai mis ça sur le compte du stress, de la posture, de toutes ces heures passées devant l'ordinateur, jusqu'au jour où la douleur est devenue si intense que j'ai dû aller directement aux urgences et leur dire que quelque chose n'allait vraiment pas. Et c'est là que j'ai encore la chair de poule quand je le raconte. J'étais allongé sur ce brancard aux urgences et une infirmière est entrée. Et au moment où elle a franchi cette porte, j'ai reconnu l'instant. Pas elle précisément, mais l'instant. Je l'avais vu. Dans ma révision de vie, dans cet aperçu de mon avenir que je n'avais pas tout à fait compris à l'époque, j'avais vu cet instant exact. C'était un déjà-vu multiplié par 1000. Elle avait les larmes aux yeux. Et je savais déjà. Je savais déjà ce que le médecin allait me dire. Cancer du poumon et des os, stade 4. Ça avait commencé dans les poumons et s'était étendu à la colonne vertébrale, avait fait s'effondrer 2 vertèbres et demie, avait migré vers la hanche, les reins et le cerveau. On m'a donné de la morphine pour me maintenir dans le confort et on m'a dit de mettre mes affaires en ordre. Un médecin m'a dit qu'il me restait 6 à 8 semaines. J'ai dit non. Parce que j'avais vu dans l'expérience de mort imminente que j'allais faire face à ça. Et j'avais vu que j'allais y survivre. J'avais un but, et ce but n'était pas terminé. Alors j'ai utilisé tous les outils que j'avais. J'ai constitué une équipe médicale grâce à mes contacts à l'hôpital. J'ai cherché des approches à la fois traditionnelles et holistiques, et je me suis appuyé sur quelque chose qui peut sembler étrange, mais qui m'a sauvé la vie d'une façon que je n'arrive toujours pas à expliquer complètement. La gratitude. Une gratitude genuinement totale. Pas seulement pour les bonnes choses, mais pour tout, y compris la souffrance. Quand on atteint ce niveau de sincérité dans la gratitude, quelque chose s'ouvre. On trouve une quiétude qui permet de voir le chemin devant soi. En 6 mois, j'étais guéri. Je suis un vieil homme maintenant, et j'ai eu beaucoup de temps pour m'asseoir avec tout ça. Ce que cette expérience m'a donné
et je ne le dis pas à la légère, c'est tout. Elle m'a donné la compréhension que l'amour n'est pas seulement quelque chose qu'on ressent les uns pour les autres, c'est la substance de l'existence elle-même, c'est ce dont on est fait et vers quoi on retourne. Elle m'a donné la connaissance que même quand on est ici, dans ces corps lourds et limités, on compte. Ce qu'on fait ici compte. Chaque interaction, chaque gentillesse ou chaque cruauté se propage vers l'extérieur d'une façon qu'on ne peut pas voir, mais qui est absolument réelle. J'ai encore envie de retourner là-bas. Je vais être honnête sur ce point. Cette vie ressemble parfois à un rêve comparé à la plénitude de ce que j'ai vécu dans cette lumière. Mais je sais aussi, je le sais de la même façon que je connais mon propre nom, que le travail qu'on fait ici est important, qu'il y a un but dans chaque chose difficile, que l'amour, même l'amour imparfait et plein de conditions qu'on arrive à pratiquer ici, vaut chaque effort qu'on y met. Quand mon heure viendra, je l'accueillerai avec sérénité. Je n'ai pas peur. Mais jusqu'alors, j'entends être vraiment ici, présent, en essayant chaque jour d'être un peu plus de ce que j'ai entrevu dans cet océan, plus ouvert, plus aimant, plus reconnaissant pour l'extraordinaire, l'improbable et la belle étrangeté d'être simplement en vie.